Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des contrats et des matchmakers. Alors, tout d'abord, la base, qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Un contrat, ça va être un engagement entre un combattant avec une organisation. On va y retrouver de nombreuses choses comme le nombre et la durée des combats, la rémunération, l'exclusivité et les droits, les obligations médicales et de pesée, les clauses de résiliation, tout ce qui est lié à l'antidopage et à la discipline spécifique ou non à l'organisation, aux droits de sponsoring et de merchandising, ainsi que les clauses de renouvellement et de matching. Faites très attention à la clause d'exclusivité. C'est quoi la clause d'exclusivité? C'est une clause dans votre contrat qui vous autorise ou non d'aller combattre sur d'autres organisations. On va avoir des combattants qui restent coincés sans combattre à cause d'elle. Donc attention, si vous combattez qu'une seule fois par an dans certaines organisations et que vous ne pouvez pas combattre ailleurs, financièrement, ça va être très compliqué. Privilégier en début de carrière des organisations qui ont des partenariats. On a par exemple des liens entre le KSW et Hexagone, avec un Romain Debienne qui va passer d'un l'un à l'autre, ce qui permet d'avoir souvent des combats, d'être actif et d'avoir des rentrées d'argent. Là actuellement, par exemple, on a le cas au Bellator, où comme c'est en train de mourir à petit feu, et leurs combattants et leurs champions sont bloqués et ont beau crier sur les réseaux, pour l'instant il ne se passe rien, notamment pour Pachimix ou Pitbull. Comment est-ce qu'on obtient un contrat en MMA? Alors, c'est grâce au matchmaker. On va avoir deux grandes familles de matchmakers, et ça c'est hyper important de bien les différencier. Vous avez les matchmakers qui sont internes aux organisations, ceux qui vont monter les cartes, et ensuite vous avez des matchmakers libres, qui eux vont avoir des roosters de combattants et vont les proposer aux matchmakers d'organisation. En gros, les matchmakers libres, c'est un peu comme dans le monde des Pokémon, ils ont plein de Pokémon à leur disposition et ils les proposent aux matchmakers des organisations. Donc, les matchmakers qui sont internes aux organisations, leur objectif c'est de recruter des combattants pour mettre en place des groupes de combattants par catégorie, donc soit pour faire des tournois, soit pour faire des évolutions de catégorie avec des combats pour des ceintures. Ils vont négocier les contrats, organiser les contrats et gérer les groupes et les évolutions. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui partiront, d'autres qui seront blessés, et c'est ça qu'ils vont devoir gérer au quotidien. Deux exemples assez connus, on va voir Sean Shelby à l'UFC, à gauche, responsable des catégories légères et inférieures, et à droite vous avez Mike Menard, qui lui est responsable des catégories poids lourds et féminines. Donc c'est pas que Shelby, tous les gens qui vous disent ça c'est des conneries, c'est Shelby et Menard. Il faut savoir quand même qu'historiquement, le matchmaker de l'UFC, c'était quelqu'un qui s'appelait Joe Silva. Lui, il est parti lors du rachat de l'UFC et il est parti avec un énorme chèque. De mémoire, c'était un chèque à 7 chiffres. Et le premier chiffre n'était pas un 1. Donc voilà, donc vous pouvez devenir millionnaire avec ce métier. Vient la deuxième famille de matchmakers, les matchmakers libres. Eux, ils travaillent principalement avec des coachs. Ils recrutent des combattants dans les salles pour avoir un roster un peu sympa. Et ensuite, ils se mettent en relation avec des organisations pour proposer ces combattants. Ils vont aider à la négociation des contrats, notamment d'un point de vue financier, et ils peuvent aider au sponsoring. Un des matchmakers les plus connus, ça va être Ali, qui a dominance MMA, donc lui il est présent au Brésil, en Russie, notamment en Tchétchénie. Il a un roster énorme de combattants, notamment chez les Tchétchènes avec la bande Habib, et il travaille avec plein d'organisations, UFC, PFL, ONE, il est présent partout. Incroyable, ce mec est trop fort. C'est quoi les avantages de faire appel à des matchmakers? Les matchmakers qui sont intégrés dans les organisations, c'est aussi des directeurs sportifs. Eux, leur objectif, c'est de connaître parfaitement le milieu pour réaliser des cartes intéressantes qui vont vendre au maximum. Donc pour ça, il va falloir donner du sens au combat. Donc ça peut être des oppositions de style, faire combattre des combattants locaux, comme sur l'UFC 312, où on a vu une carte où il y avait que des Asiatiques et des Océaniens. Ils vont mettre en place tout le marketing autour de la carte, c'est comment je vais vendre mes combats, quelle histoire je vais raconter derrière, et comment je fais évoluer les classements sur le court, moyen, long terme. Et vraiment, le travail du matchmaker, c'est de faire en sorte qu'il y ait une hype qui se crée et que les gens aient envie de suivre l'organisation, comprennent ce qui s'y passe, comprennent qui prend une ceinture pourquoi,
Et vraiment, c'est ça le vrai travail du matchmaker. C'est pas juste de vous faire une carte un peu sympa avec 3 Brésiliens et 2 Français, c'est vraiment de donner du sens à l'organisation. Plus la carte est intéressante, plus l'organisation sera populaire, et donc plus elle aura de sponsoring et de droits télé, elle pourra alors organiser dans des salles plus grandes, avec de meilleurs combattants, etc., etc. Ce matchmaker interne, il est là pour créer un cercle sain, pour gagner en popularité, et avoir plus d'argent pour organiser des meilleures cartes. Et pour ça, c'est hyper important de créer des histoires. Les gens ont besoin d'histoires. C'est hyper important de bien comprendre ça, c'est que le matchmaker, il est là pour créer des histoires autour de l'organisation. Il n'est pas là que pour organiser des combats. Il est là pour permettre au public d'être hypé, de suivre les catégories, de comprendre les top 10, de comprendre le lien entre les événements, de comprendre qui va taper pour une ceinture et pourquoi, et de faire en sorte que les gens suivent les événements et les combats. Donc le but d'un matchmaker, c'est de pas faire des cartes indépendantes avec juste Pedro da Silva, qui est brésilien, qui a fait 2 combats à l'UFC et dont on est trop fier. Non, le but, c'est de vraiment créer et de communiquer sur ce qu'il est en train de monter. Et en fait, c'est vraiment de là d'où vient le succès de l'UFC, c'est on suit des combattants, on suit des catégories, c'est dynamique, il y a au moins 2 galas par mois, tout bouge, tout est transparent, tout est sur les sites internet, on voit les évolutions en temps réel, c'est fait par des panels indépendants ces évolutions de classement. Et en fait, tout a du sens et tout vous dit, lui je l'adore, comment il va monter, il y a Imamov, là il s'est passé ça, il vient de taper Adesanya, il a grimpé de 3 places, oh là là, Strickland s'est fait taper par DDP, il reprend une place Imamov, et là voilà, c'est ça qui crée de la hype. C'est pas des cartes indépendantes sans aucun lien entre elles. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est le matchmaking, c'est un art. Et pour les matchmakers qui vont gérer des combattants, eux, une fois que vous avez signé avec eux, ils ont tout intérêt à vous placer pour faire des rentrées d'argent. Ils vont vous aider à développer votre réseau. Ils vont vous permettre d'obtenir des opportunités. Ils vont sécuriser votre contrat et surtout, ils connaissent votre valeur. Donc ça veut dire quoi, connaître votre valeur? Ça veut dire que vous, si vous allez voir une organisation, vous ne savez pas combien vous valez. Le matchmaker, lui, il sait. Et il saura combien vous négociez. Et ces matchmakers sont censés vous trouver des sponsors et vous aider financièrement. J'insiste dessus, ils doivent vous trouver des sponsors et vous accompagner là-dessus. Donc maintenant, pour faire simple, comment ça va fonctionner? C'est hyper simple. Vous avez une organisation et des combattants. Le matchmaker interne, donc, il a deux choix. Soit il va contacter tous les combattants, mais ça risque de lui prendre un temps monstrueux. Donc soit il parle à des coachs et à des matchmakers libres qui, eux, gèrent des panels de combattants. Donc l'avantage du matchmaker, c'est ils vont vraiment comme parler entre eux, voir les oppositions de style et essayer d'arriver au combat le plus équilibré et le plus intéressant pour le public. Donc ça, bien évidemment, c'est sur le papier. Dans les réalités, c'est tout autre chose. Il faut savoir quand même une chose, c'est que ces matchmakers des organisations, il faut absolument qu'ils tiennent à jour des classements sur Internet. Ça permet plus de lisibilité et une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les catégories. Donc il y a énormément d'orgas qui le font. En France, on est particulièrement mauvais. On va voir ça après. On va aussi regarder maintenant la carte, en quoi elle est si importante. En fait, la carte, elle doit surtout être équilibrée. C'est-à-dire que les combats doivent aller dans la majorité à la décision. Normalement, une bonne carte bien équilibrée sur la carte principale, potentiellement, tous les combats vont à la décision. Si vous avez des cartes comme ce que vous voyez à l'écran où la plupart des combats finissent vite, c'est qu'il y a eu un déséquilibre ou qu'il y a anguille sur roche ou que le matchmaker, il a ses intérêts dedans. Mais c'est hyper important d'avoir des cartes équilibrées. Et en plus, c'est ce qui vous garantit à vous, spectateurs, d'avoir une tenue dans le temps, c'est-à-dire que vous payez pour un gala qui commence à 20h30, et il finit pas à 21h30, il finit vers minuit. C'est-à-dire qu'un UFC, c'est au moins 6 heures de gala minimum. On va parler rapidement des mythos. Donc, il peut y avoir des matchmakers qui font des combats, ce qu'on appelle mythos. Donc quand vous voyez une carte, il faut se renseigner sur les combattants. Par exemple, il y a une grande mode en ce moment, c'est l'UFC vétéran. Donc c'est ce qu'on appelle un UFC vet. Vet pour vétéran, ça veut dire que le mec a été à l'UFC. Et donc dans certaines orgas, le show va mettre en avant un UFC vet. Donc ça, je l'ai vu sur certains ARS où pendant 10 minutes, on bouffe sur les écrans géants. Il a fait l'UFC, ouh là là, il est trop fort. Et donc on se retrouve avec un Geraldo de Freitas, comme ici à l'ARS 27.
Alors le but, c'est pas de dénigrer la personne, hein, c'est juste de remettre en contexte ce qu'on entend par UFC vet. Donc là, dans le cadre des Freitas qui va venir taper pour une ceinture alors qu'il a jamais été à l'arrêt avant. Il vient de la KT des plumes à l'UFC, donc la catégorie des poids plumes à l'UFC, il y a 86 combattants à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que quelqu'un comme De Freitas qui a été avec un record de 1-2 dans cette catégorie, il était au mieux top 60 de la catégorie. Et donc voilà, quand on vous présente un UFC vet, il faut toujours le prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément un mec qui a été top 10, top 15 ou champion. Ça, c'est un vrai UFC vet. Un mec qui a été dans le gras mou de la KT, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on est sur des matchmakers qui vont vendre des UFC vétérans, alors que les mecs, ils n'ont jamais été dans les top 50 UFC. C'est juste, entre guillemets, bien sûr, faut bien sûr respecter ces athlètes, mais pour moi, ce sont juste des Brésiliens qui viennent prendre leur sous et se faire un gros week-end à Paris tout frais payé pour du tourisme et se mouiller à la gueule après le gala. Et pour moi, c'est pas des combattants sérieux pour un titre ou une ceinture, surtout s'ils débarquent dans l'organisation sans aucune expérience avant. Combien ça coûte un matchmaker? Globalement, ça coûte à peu près 10% de tout. Et c'est là où il faut se méfier, c'est-à-dire que si une organisation fait appel à un coach pour le matchmaking, le coach, en tant que matchmaker, va avoir tendance à placer ses combattants et à les favoriser. Et en plus, personnellement, il pourra prendre 10% sur la prime de coach, plus 10% de matchmaker, et comme il les aura favorisés, il aura en plus le petit bonus sur la prime de victoire. Un exemple, ça va être le cas de Mathieu Nicourt. Il est head coach à la FFA, c'est la Free Fight Academy à Paris, et il est matchmaker à l'Hexagone MMA en France. Et donc on se retrouve régulièrement avec des cartes où il y a des combattants de la FFA qui gagnent systématiquement. Donc là, c'est un exemple sur une carte qui avait lieu en 2024 en juin, où on voit qu'il prend aucun risque pour ses combattants. C'est des mecs qui ont soit pas combattu depuis un moment, soit qui ont des styles qui sont désavantagés par rapport à ses combattants, soit qui ont des records bien moins intéressants que ses combattants. Et donc comme ça, il se sécurise les victoires de ces mecs, de prendre dessus 10% coach et 10% matchmaker. Un autre exemple, Fernand Lopez, head coach MMA Factory, matchmaker RS MMA. Et donc, il est hyper fier de nous afficher des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, où à la RS 22 par exemple, on a 6 victoires sur 6 sur les mecs de la RS. Donc il prend dessus, bien évidemment, en plus les 10% sur les primes de victoire. Un autre exemple, Guillaume Pelletier, head coach BTT et matchmaker à l'Influence Fight Club, où il fait exactement la même chose que les autres, où il est à 3 victoires sur 3 sur la main card pour la BTT. Précision, Domingos a pris la suite de cet événement 10 ans pour dopage. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le rôle et les différents types de matchmakers qu'il y a sur le circuit avec leur prix et tous les vices sur lesquels il faut se méfier, c'est les coachs matchmakers et les UFC vits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le milieu. Je vous souhaite à tous une très belle journée.